deux des noms les plus légendaires du cinéma. Sean Connery et Roger Moore ont défini James Bond pour des générations. Ils étaient des icônes à part entière, remodelant le cinéma et définissant une ère entière de thrillers d'espionnage. Connery a apporté du cran et du charme, Moore de l'esprit et de la sophistication. Mais que pensait vraiment le premier 007 de l'interprétation de Moore? Aujourd'hui, Sean Connery s'est enfin exprimé sur Roger Moore, et ce qu'il a dit a surpris les fans. Pensez-vous que Sean Connery était le meilleur Bond? Ou que c'était Roger Moore? Commentez Connery ou Moore ci-dessous. Je suis curieux de connaître votre position. Très bien. Voyons ce que Sean Connery avait à dire. Pourquoi cela fait les gros titres? Et comment cela reflète leur carrière légendaire et leur amitié durable. Le point de vue de Sean Connery sur le personnage de Bond de Roger Moore. À un moment donné, Sean Connery, le premier James Bond, a décidé de parler de ses sentiments à l'égard de l'interprétation par Roger Moore d'un autre brillant personnage de Bond. Ne soyez pas perplexe à ce sujet. Moore est devenu la deuxième personne à endosser le costume de James Bond après Connery, qui était le premier James Bond que nous ayons eu. Et comme vous l'aurez deviné, chacun d'entre eux a eu sa propre approche de l'espion bien connu. Penchons-nous un peu plus sur la question. Thomas Sean Connery est né le 25 août 1930 dans la ville de Fountain Bridge, située en Écosse. Son père, Joe, gagnait sa vie en conduisant de gros camions, tandis que sa mère, Euphemia, s'efforçait de nettoyer et de laver le linge. Comme ils n'étaient pas très riches, ils habitaient dans un quartier de la ville que l'on appelait la rue aux 1000 odeurs. Y a-t-il une raison à ce nom? Il y avait une usine de caoutchouc et 2 brasseries dans le quartier, qui contribuaient toutes deux à l'odeur particulière qui imprégnait l'air. Lorsque Thomas était un jeune enfant, ils étaient obligés de dormir dans un tiroir car ils n'avaient pas les moyens d'acheter un berceau pour lui. Il vivait dans une petite maison qui ne comportait que 2 pièces. Connery répétait souvent la phrase « Nous étions très pauvres », mais il ajoutait également « Je n'ai jamais su à quel point nous étions pauvres parce que c'est ainsi que tout le monde vivait là-bas. » Tommy Connery est un autre nom que Sean Connery utilisait lorsqu'il était petit garçon. Pendant son enfance, il passait son temps à Fountain Bridge avec ses copains à jouer à des jeux tels que le football et les matchs de tag. Big Tam était un surnom que ses amis lui donnaient en raison de sa grande taille et de sa force. Ce surnom témoigne de ses grandes capacités physiques. L'école la plus proche que Tommy fréquentait s'appelait Toll Cross Elementary. Vous pouvez l'appeler Big Tam si vous le souhaitez. La section suivante est intrigante. Devinez ce qu'il était capable de résoudre avec brio lorsqu'il s'agissait de problèmes mathématiques. C'était un grand fan de bandes dessinées. Dès qu'il a su lire, il s'est mis à lire toutes les bandes dessinées qui lui tombaient sous la main. Connery est constamment captivé par le monde du cinéma. Je faisais l'école buissonnière et je me rendais au Blue Halls, un cinéma local, pour regarder les films, a-t-il déclaré un jour. J'y passais mon temps. C'est à l'âge de 13 ans que Connery prend la décision d'arrêter l'école et de commencer à travailler à la laiterie située à proximité. Il a franchi le pas et s'est engagé dans la marine à l'âge de 16 ans. Et il a orné son bras de 2 tatouages pour commémorer ce voyage. L'un des livres qu'ils ont lus s'intitulait Scotland Forever. Bien que ces tatouages soient destinés à durer toute une vie, le temps qu'il a passé dans la marine n'est pas aussi long. Il avait l'intention de servir pendant 7 ans, mais ses ulcères d'estomac l'ont obligé à quitter l'armée prématurément. Après seulement 3 ans, après sa démobilisation, il est retourné dans sa ville natale et a commencé à exercer une grande variété de métiers. Il a tout fait. Pelleter du charbon, poser des briques, polir des cercueils et même faire du mannequinat pour les étudiants de l'École d'art d'Édimbourg. Son objectif était de pouvoir s'inscrire au club d'haltérophilie de Dunedin. Il a donc vécu avec un budget limité pendant plusieurs mois et a économisé tous les shillings qui lui tombaient sous la main. À la question de savoir pourquoi il l'a fait, il répond que ce n'était pas vraiment pour se mettre en forme. Tout ce que je voulais, c'était de surprendre les filles. Et en effet, il a été impressionné. Non seulement il avait beaucoup d'admirateurs dans le quartier, mais il avait aussi beaucoup d'amis à la salle de sport qui ont reconnu son potentiel et l'ont aidé à se faire nominer pour le concours de Miss Universe en 1953.
Connery entreprend un voyage qui lui prendra 9 heures difficiles pour atteindre la métropole animée de Londres, où se déroulent plusieurs concours importants à l'époque. Alors qu'il se présente fièrement au jury avec le titre de Mème Écosse, il n'hésite pas à exhiber son imposante taille de 1,80 m. Une médaille lui a été décernée en reconnaissance de sa performance exceptionnelle, qui lui a valu la 3e place dans la catégorie des hommes de grande taille. Mais l'excitation n'était pas encore à son comble. Il semble qu'un directeur de casting local ait eu un faible pour notre jeune Écossais, qui était présent parmi les participants. Le parcours de Sean Connery en tant qu'acteur. Connery lui plaît tellement qu'il lui propose de rejoindre la chorale d'une prochaine production de South Pacific, une comédie musicale écrite par Rodgers et Hammerstein. Ils étaient tous deux très enthousiastes à l'idée de cette opportunité. C'est à Drury Lane, au centre du célèbre quartier des théâtres de Londres, que la comédie musicale allait être jouée. Je ne savais pas danser et je n'avais pas de voix, a admis Connery de manière ouverte et honnête. En revanche, il y avait une chose dont il était totalement certain. Si je restais simplement debout, je pourrais facilement attirer l'attention. Il suffisait d'une séance d'entraînement. Et d'après cela, il prenait sa décision sur le champ. À ce moment précis, j'ai décidé que le métier d'acteur serait l'occupation principale de ma vie. Sean Connery est le nom de scène qu'il a choisi d'utiliser. Il a choisi ce nom non seulement parce que c'était son 2e prénom, mais aussi parce qu'il lui rappelait son personnage de film préféré, Shane, incarné au cinéma par Alan Ladd. Il a chaleureusement rappelé que Sean semblait plus compatible avec l'image que je souhaitais créer que Tom ou Tommy. Il n'était pas certain de l'explication de cette compatibilité perçue. En conséquence, le nom de Sean Connery a été introduit pour la première fois dans le programme South Pacific, en tant que membre du chœur. Au cours des années qui suivirent, Connery obtint des emplois dans une grande variété de films et d'émissions de télévision. Il a notamment interprété la chanson Requiem for a Heavyweight à la BBC, ce qui lui a valu des éloges. Cependant, le fait qu'il n'ait pas reçu d'éducation formelle le préoccupe. C'est pourquoi il décide d'entreprendre un voyage dans le monde de la littérature classique, au cours duquel il se plonge dans les œuvres d'auteurs tels que Joyce, Tolstoï et Proust. D'un autre côté, ses lectures éclairées n'ont en rien entamé son intelligence de la rue. Connery s'est battu avec Johnny Stompanato, qui avait une relation amoureuse avec Lana Turner, alors qu'ils travaillaient tous deux sur le tournage du film Another Time, Another Place in 1958. Ces deux-là travaillaient ensemble. Des spéculations ont circulé dans les colonnes de potins d'Hollywood selon lesquelles Connery et Turner étaient liés par une relation amoureuse. Après être tombé éperdument amoureux de Diane Cilento, une charmante actrice blonde d'Australie, Connery, qui était connue pour son image de dur à cuire et était adulée par un grand nombre de femmes, s'est retrouvé à tomber éperdument amoureux d'elle. En août 1977, ils travaillaient tous deux sur une émission de télévision pour ATV Playhouse en Grande-Bretagne. C'est à cette époque qu'a lieu cet événement. Bien que Cilento soit déjà marié, Connery ne peut contrôler les sentiments puissants qu'il éprouve pour elle. Au début, Diane considérait Connery comme un simple copain. Elle a déclaré qu'il semblait être un homme qui portait une quantité importante de bagages négatifs sur ses épaules. Mais en 1959, les choses se gâtent. Cilento contractait la tuberculose à cette époque, qui coïncide avec le moment où la carrière de Connery est sur le point de décoller. Connery prend alors conscience de l'ampleur de l'affection qu'il lui porte. La simple idée d'être séparé d'elle a eu un impact significatif sur lui. Un mythe veut que Connery ait laissé passer une bonne occasion de jouer dans le film El Cid, réalisé par Charlton Heston. En guise d'alternative, il décida de rester à ses côtés pendant sa convalescence. Cela n'a toutefois pas entravé sa carrière. En revanche, les légendaires studios 20th Century Fox remarquent son incroyable potentiel et lui proposent un emploi. Connery apparaît donc dans quelques films produits à Hollywood. Dès qu'il a rempli ses obligations contractuelles, la chance lui sourit à nouveau. Cette fois-ci, deux producteurs, Harry Saltzman et Albert Cubby Broccoli, reconnaissent sa promesse et décident de lui confier le rôle principal d'un film d'espionnage. Dans ce film, l'un des nombreux romans de Ian Fleming sert d'inspiration à l'histoire.
La conséquence directe de cette décision est que le monde a découvert un nouveau héros portant le nom de James Bond. Voici James Bond. Vie personnelle et carrière d'acteur de Sean Connery. Le film Doctor No, sorti en 1962, nous a donné un aperçu de cet espion engagé dans un conflit avec le méchant, antagoniste qui tentait de prendre le contrôle des fusées tirées depuis les États-Unis. Après l'immense succès de Doctor No, 2 autres films sont rapidement ajoutés à la série. Russia with Love, sorti en 1963, et Goldfinger, sorti en 1964, sont tous 2 très bien accueillis. Bien qu'il soit sorti en 1965, le film Thunderball a connu un succès encore plus grand en termes de vente de billets. Ensuite, en 1967, est sorti Vous ne vivez que 2 fois, grâce à l'interprétation de James Bond par Sean Connery. Caractérisé par son charisme captivant, son attrait magnétique et son éthique peut être discutable. De nombreuses personnes en sont venues à le considérer comme l'incarnation même du super-espion britannique. Et si, même lorsqu'il était contraint de porter une perruque pour dissimuler la calvitie précoce dont il souffrait. En repensant au passé, Saltzman a déclaré qu'il était clair que cet individu avait quelque chose de spécial. Nous avons pu l'intégrer à notre équipe sans même avoir besoin d'un rendez-vous de sélection. Nous étions tous d'accord. Cet homme était destiné à devenir le numéro 007. Outre sa célèbre image de Bond, Connery a également séduit les téléspectateurs par ses performances dans un certain nombre d'autres rôles exceptionnels. En 1964, il apparaît dans le drame psychologique Marnie, réalisé par Alfred Hitchcock. En outre, il a travaillé sur un certain nombre d'autres projets. Tales of the Hill en 1965, A Fine Madness en 1966, Zellico en 1968 et The Molly Maguires en 1970s. Beaucoup de ces projets ont été achevés par lui. Avec la sortie du film Les Diamants sont éternels en 1970-1971, il annonce qu'il se retire du personnage de James Bond. L'occasion se présente alors pour Roger Moore de reprendre le rôle du célèbre espion, ce qu'il fait à partir du film Vivre et laisser mourir en 1973. Outre le fait que sa carrière d'acteur est florissante, Sean Connery estime que c'est le moment idéal pour se concentrer sur sa vie personnelle. Après son divorce, Diane, qui avait été caractérisée comme son intérêt amoureux, était désormais célibataire. Au cours du mois de novembre 1962, il se marie lors d'une cérémonie privée sur le rocher de Gibraltar. Connery avait une propension à franchir les limites lors des interviews et à cautionner parfois des actions douteuses. Se vantait-il lors d'un entretien avec le Saturday Evening Post. Malgré son charisme et sa réussite, Connery avait le don de dépasser les bornes en raison de son succès. Par exemple, il aurait fait une déclaration stupéfiante à un journal londonien dans laquelle il justifiait le recours à la force physique contre les femmes. Par la suite, il a continué à faire des déclarations controversées. Il a poursuivi en déclarant « En 1973, ces tourbillons de ragots a rempli les journaux, provoquant une certaine agitation. » Cette déclaration a été faite lors d'une discussion avec le magazine Playboy. La conversation était entièrement centrée sur lui, et elle n'était pas vraiment flatteuse. 10 ans exactement s'étaient écoulés depuis la naissance de son fils Jason. Cilento, qui était sa femme, et lui ont décidé de mettre fin à leur mariage. Selon les rumeurs et les suppositions, il n'était pas tendre avec elle, et il a même été suggéré qu'il avait menacé de la blesser physiquement. Connery nie catégoriquement toutes les accusations portées contre lui. En 1975, après une période de 2 ans, il se rend à nouveau à l'hôtel. Micheline Roquebrune, une artiste franco-marocaine, est la femme fascinante qui deviendra son épouse. Et pouvez-vous deviner où leur amour est né? Lors d'une compétition de golf au Maroc, qui se déroulait au milieu de champs à couper le souffle. Le golf était un sport pour lequel ils vivaient tous les deux. Au cours de cette journée tragique, ils ont remporté bien plus que les catégories hommes et femmes de la compétition. Ils ont réussi à gagner l'affection de l'autre. Le fait que leur mariage ait eu lieu à Gibraltar, au même endroit que son précédent mariage, a été une surprise totale pour tout le monde. À ce stade, Connery a joué dans 6 films Bond consécutifs. Néanmoins, l'homme qui avait auparavant joui d'une grande popularité avait besoin de moins d'attention à ce moment-là. Ayant pris la décision de s'éloigner des projecteurs de Hollywood, il a déménagé sa résidence en Angleterre et à Marbella.
en Espagne. C'est là qu'il installe sa femme et ses 3 enfants issus de son précédent mariage, leur offrant une vie de luxe dans de magnifiques palais qui leur sont propres. Connery devra attendre une décennie entière avant de se sentir prêt à reprendre son célèbre rôle de James Bond pour la 20e et dernière fois. Le film Never Say Never Again, sorti en 1993, est un projet dans lequel il décide à contre-cœur de jouer. En raison de son accomplissement, il a reçu une somme considérable, de l'ordre de plusieurs millions de dollars. Le contraste est saisissant avec la maigre somme de 16 000 $ qu'il aurait reçu pour son premier film de Bond. Malgré tout l'argent qu'il gagne, Sean Connery éprouve un sentiment d'enfermement. C'est sans hésitation qu'il exprime son mécontentement à l'égard des producteurs Broccoli et Saltzman, qu'il estime responsables de l'étouffement de son potentiel créatif. À propos de sa dernière mission d'espion, il fait remarquer que son personnage de Bond est assez fastidieux et qu'il présente un dilemme. Il a eu l'amabilité de faire don d'une partie importante de ses revenus au Scottish International Education Trust. Ce programme étant destiné à aider les enfants issus de milieux défavorisés, comme le sien. Il s'y sentait très lié. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, en revanche, s'interrogeaient sur les raisons de ses actions caritatives. Agissait-il par pure gentillesse ou pour des raisons politiques? Après tout, Connery était un fervent partisan de l'indépendance de l'Écosse par rapport au Royaume-Uni. Il est même allé jusqu'à soutenir l'échec du référendum de 2014 qui visait à dissoudre les liens de l'Écosse avec la Grande-Bretagne. Il n'a pas hésité à verser des sommes importantes de sa fortune au Scottish National Party, bien connu pour ses positions en faveur de la sécession. Connery et son épouse Micheline ont élu domicile dans la magnifique ville de Marbella pendant plus de 20 ans, période durant laquelle ils ont connu la paix et la tranquillité. L'héritage de Sean Connery et son impact sur James Bond. Après avoir joué James Bond, Sean Connery a continué à participer à l'industrie cinématographique. Il a tenu des rôles principaux dans divers films, notamment Meurtre dans l'Orient Express, L'homme qui serait roi et Robin et Marianne, dans lequel il est apparu aux côtés d'Audrey Hepburn. Ensuite, les films The Great Train Robbery, Time Bandits, Highlander et The Name of the Rose sont sortis dans les années qui ont suivi. Le dernier en date, qui est en fait une adaptation cinématographique d'un livre écrit par Umberto Eco, a été récompensé par l'Académie européenne du cinéma. L'événement le plus marquant, cependant, s'est produit en 1947, lorsque Connery a été récompensé par un Academy Award pour le rôle du meilleur second rôle. Quelle est sa fonction? Dans le film Les Incorruptibles, un policier de Chicago s'efforce avec détermination de retrouver le célèbre Al Capone de Chicago. Il ne s'est jamais comporté comme s'il était supérieur à qui que ce soit. Ensuite, l'intervieweur a demandé la raison de la grande popularité de James Bond. La réponse de Sean étant à la fois directe et précise, il était clair qu'il avait déjà réfléchi à cette question par le passé. Selon lui, les gens sont de grands amateurs de divertissement et d'activité. C'est d'ailleurs le thème central de tous les films de James Bond. Cependant, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est qu'il ne s'est pas contenté de parler de l'action. Il a parlé des différents acteurs et de la façon dont chacun d'entre eux a apporté son propre caractère et sa propre approche du travail. C'est un peu comme s'il pensait que le rôle appartenait à chacun des acteurs qui l'ont interprété et à chacun des fans qui l'ont regardé. Lorsque le nom de Daniel Craig a été mentionné, Sean a semblé sincèrement heureux d'apprendre que Craig respectait le travail qu'il avait accompli. Bien qu'il n'ait pas semblé choqué ou avoir besoin de ce compliment, il était clair qu'il était important pour lui. Il a sans doute éprouvé un sentiment de satisfaction à l'idée que quelqu'un comme Daniel Craig, si talentueux dans le personnage, l'admire. Je pense que c'est parce qu'il se sentait concerné par l'héritage de James Bond. En outre, Sean a mentionné que chaque film de James Bond contient une petite dose de danger. Il a affirmé que c'est ce qui rend le personnage si fascinant. Je pense qu'il croyait vraiment que le danger est une composante importante du personnage de James Bond. Et quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques et qui affronte le danger de front, tout en conservant un sens du style à tout moment. En fin de compte, les idées de Sean Connery concernant James Bond n'ont pas donné l'impression qu'il parlait simplement d'un personnage fictif tiré d'une œuvre de fiction.
Pendant qu'il parlait, on avait l'impression qu'il discutait de quelque chose de plus important, notamment de la façon dont différents individus peuvent apporter leurs propres qualités à un poste, et de la façon dont cela contribue à maintenir une histoire vivante pour les décennies à venir. Je crois que Sean appréciait profondément de faire partie d'un projet qui est devenu si légendaire, mais il reconnaissait aussi les contributions des autres. C'est un peu comme s'il se considérait comme un membre d'un groupe, même s'il restera à jamais l'un des James Bond les plus légendaires de tous les temps. C'est fini. Les mots de Sean Connery à l'égard de Roger Moore nous rappellent non seulement leurs incroyables talents, mais aussi le lien qui les unissait en tant que deux icônes d'un même rôle. Mais qu'en pensez-vous? Qui a laissé la plus grande empreinte dans le rôle de James Bond? Connery, Moore ou peut-être un autre acteur? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié ce regard sur l'histoire de James Bond, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour